C'est en fait la raison pour laquelle je fais l'exposé sur ce thème-là. Le but, vous allez constater que ce n'est pas la première fois que je remets ce thème-là sur les bacs. On en a déjà fait ce thème. Je le refais parce que ça a un aspect purement pédagogique. On dit bien, la pédagogie, c'est l'art de répéter. Je vais répéter à nouveau ce sujet. Par la suite, le prochain sujet, ce sera les principes de la physique quantique dans les techniques divinatoires au sein de la tradition bouddhiste. Comment est-ce que dans la tradition bouddhiste, les consultations s'appuient sur les principes de la physique quantique? Ça, ce sera le prochain sujet après celui-ci. C'est bon? Non. Il faut débrancher. Oui. Attends, je t'envoie ça. Non, c'est celui-là. Coucou le duc. Ah, c'est tout le circuit qui a sauté, ouais. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais pas envie de fermer ça, sinon j'allais dire oh là, je suis jolie là. Alors, je suis du côté du musée. Il y a la conférence du maître Akamanga. Vous avez connu Tom Ribenga, le traditionnaliste. Vous savez qu'il a un fils, il a des enfants. Il y a un parmi lui qui s'appelle Maître Akamanga. Donc il fait parfois des conférences du côté du musée. Et nous sommes là. Je vais faire le live pour vous montrer un peu comment ça se passe. On vient de démarrer. Mais on a un petit souci avec le... Il veut le répéter. Tout est le problème, quoi. On va lancer. C'est des circuits qui sont en bas. En attendant, si vous avez des questions, je ne sais pas. Vous me dites. Mais vous les gardez déjà au chaud. Je vais vous montrer la fiche. On n'a pas plus? C'est sûr? Mais attendez. Coucou Curtis. Donc, ça va être le sujet, cause de décès ou de folie lors des initiations au sein de la tradition bouddhiste au Gabon. On avait déjà fait un live avec ce sujet, mais comme les gens me demandent, il a décidé de remettre ça à nouveau sur le tapis. Donc, on est du côté du Musée national des arts, rites et traditions. Ça va bien, ça va très bien. On est du côté du musée. La conférence va bientôt reprendre. Et on est avec Maître Akamanga. On va continuer. Les causes de décès au sein de la tradition bouddhiste. Le plan de la conférence. On va voir l'introduction. Et dans l'introduction, la définition de la tradition bouddhiste. L'origine de la tradition bouddhiste. Les types d'initiation.
que de façon globale, on a deux types d'initiation. L'initiation par incubation et l'initiation directe. On va expliquer. Ensuite, vous avez la problématique. Quels sont les risques liés à l'initiation? Risque de décès, risque de folie. Troisièmement, risque de résultats non satisfaisants, ce qui est logique. On ne peut pas parler des résultats satisfaisants, puisque c'est pour cela qu'on part d'ici. Ensuite, on a l'analyse des causes. Les causes endogènes, donc causes scientifiques, causes métaphysiques, et ensuite les causes exogènes, les accidents, et les causes métaphysiques. Et puis, on a le destin. Les facteurs risques. Quels sont les facteurs risques qui nous conduisent à des possibilités de mauvais résultats? On va échafauder cela ensemble. La formation des initiateurs, la dangerosité de certaines pratiques dans les rituels, l'imposture. C'est dommage, c'est un élément important. Autant on a la formation qui peut être bâclée, mais autant on a aussi des imposteurs, de véritables imposteurs. Ensuite, on a les conséquences des décès et de folie. L'impact sur la famille et la communauté, naturellement. Les répercussions sur la réputation de la tradition, risque d'implication pour la santé publique et les pratiques de la santé. Ensuite, conclusion. Donc, ensemble, on va suivre tout ce programme-là. C'est bon? Maintenant, je suis totalement ouvert à une remarque par rapport au plan pour une meilleure compréhension de tout le monde. Ceux qui veulent apporter des amendements, je suis totalement ouvert. C'est bon, on peut continuer? Oui. Voilà. Maintenant, on va commencer par définition de la tradition bouddhiste. Comment est-ce qu'on peut définir la tradition bouddhiste de façon complètement pas fantastique, mais vraiment des expressions simples qui permettent à tout le monde de se retrouver? La tradition bouddhiste est un ensemble de rites, de pratiques, de manières de faire qui s'articulent autour de 4 à 5 axes majeurs. On a l'art, on a le mungongo, on a le bois sacré, on a le temple, et ensuite on a les chants sacrés. Donc, tous les rites, pratiques et manières de faire qui s'articulent autour de ces axes-là. C'est cela qu'on appelle la tradition bouddhiste. Ça, c'est la première définition la plus simple possible, la plus basique possible. Dès qu'on voit ces éléments-là se manifester devant soi, on sait qu'on est en face de la tradition bouddhiste. Ensuite, on a une deuxième définition qui, elle, sera beaucoup plus philosophique. La tradition bouddhiste est une tradition qui aide l'homme à répondre aux questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Ça sont des questions existentielles.
et la tradition bouddhiste vous aide à répondre à ces questions existentielles. Donc, une école philosophique qui vous aide à répondre aux questions existentielles de l'être humain, qui aide l'être humain à répondre aux questions existentielles. Ça, c'est la deuxième définition qui, elle, est beaucoup plus philosophique. Mais à la base, on a donné une définition structurelle, complètement élémentaire, dans laquelle tout le monde peut se retrouver du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ensemble de pratiques, de rites et de manières de faire qui s'articulent autour des axes majeurs. On les a cités: l'art ou l'ongombi, l'omungongo, le bois sacré, le temple, les champs sacrés. Une fois on a ces éléments-là qui se retrouvent, on se dit: ah, ça c'est la tradition bouddhiste qui se manifeste. Maintenant, nous allons attaquer élément par élément. La harpe se définit comme étant un instrument triangulaire qu'on pince de part et d'autre des deux mains, portant un manche et ayant des cordes de dimension inégale. C'est comme ça qu'on définit la harpe. Maintenant, regardez ici. Vous avez cette définition qui se retrouve dans cet instrument-là, datant de l'époque de l'Égypte antique. Ensuite, là, vous avez un joueur de harpe dans un temple au Gabon. Et là, vous avez une joueuse de harpe dans les zones de l'Irlande et consorts. Et là, vous avez l'instrument qu'on appelle la sitar. Donc, on ne peut pas, de but en blanc, vouloir définir cet instrument, parce que c'est joué au Gabon, comme étant une sitar. Ce n'est pas une sitar, c'est une harpe. Parce que si on s'en tient à la définition de la harpe, elle a les mêmes caractéristiques que les autres. Instrument triangulaire, caisse de résonance, manche, des cordes de dimension inégale et contient de part et d'autre les deux mains. C'est la même définition. Pourquoi la nôtre doit devenir sitar, qui n'a rien à voir avec ces instruments-là et ces définitions? Ça, c'est une erreur qui traîne depuis quasiment des siècles. On n'utilise pas la sitar, on utilise la harpe. La même qu'utilisaient tous ceux qui ont pratiqué cette tradition depuis des millénaires. C'est bon? On a vu de façon globale l'art et constaté qu'en réalité, dans nos traditions, on n'utilise pas la sitar, on utilise la harpe. Là, on a parlé de la harpe. Ces images nous ont permis de comprendre qu'il y a une grande nuance entre sitar et harpe. Nous utilisons dans nos traditions l'instrument appelé la harpe et non la sitar. Bon, maintenant, on va un peu faire bouger nos méninges. On disait tout à l'heure que de façon structurelle, on définissait la tradition bouddhiste comme un ensemble de rites et de pratiques qui s'articulent autour de certains axes, parmi lesquels on avait l'art. Mais si on part et on adopte une approche empirique, on essaie de repartir dans le temps, vous voyez, vous avez un harpiste et devant vous avez un imam, un ganga. Par abus de langage, on peut dire quoi?
que c'était la tradition bouddhiste qui se pratiquait. Elle ne s'appelait peut-être pas tradition bouddhiste, ce ne sont que des termes. Ce ne sont que des termes. Mais c'est la tradition bouddhiste qui se pratiquait. Elle s'appelait peut-être autrement, mais clairement, on retrouve les structures que nous avons dans nos traditions. L'onganga, qui est devant le joueur de harpe. Ensuite, là, on a le mungongo, ou l'arc à bouche. Là, nous avons un joueur de mungongo au Mozambique. Et là, nous avons un joueur de mungongo au Gabon. Selon les recherches que j'ai eu à faire, le mungongo n'a toujours servi que dans des rituels sacrés. Des rituels mortuaires ou initiatiques. Toujours, depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais été utilisé pour faire un show. Ça a été toujours utilisé dans des rituels sacrés. Maintenant, vous avez la harpe qui représente une polarité particulière et qu'on explique qu'aux initiés, et le mungongo qui représente une autre polarité aussi particulière et qu'on explique qu'aux initiés. Il ne m'est pas donné d'expliquer ça là. Là, vous avez le temple. Parmi les éléments structurels dont j'ai parlé tout à l'heure, là vous avez le temple. Le temple est structuré toujours d'une façon bien précise. Ce n'est pas simplement une architecture qui est faite pour faire beau ou pour faire plaisir. Tout dans le temple a une signification. Tout a une signification. Les fenêtres que vous voyez, les portes. Pourquoi le toit, il est toujours penché comme ça? Vous voyez, avec la paille. Mais même si c'est avec la paille, ça garde son symbole. Pourquoi c'est toujours penché? Tout ça a une signification qu'on explique parfaitement aux initiés. Là, vous avez l'intérieur du temple du maître atome. Voilà. Maintenant, le premier temple, en réalité, c'est la nature. C'est pour cela que vous l'avez représenté comme ça. La nature est le premier temple de l'homme. Quand vous êtes un initiateur, le fait qu'il n'y ait pas de temple ne doit jamais vous freiner. Vous arrivez dans la nature, vous mettez symboliquement les structures qui constituent un temple, les éléments fondamentaux d'un temple, vous les faites représenter symboliquement. Et ensuite, vous faites votre initiation. Donc, la nature, c'est le premier temple de l'être humain. D'un initiateur, si vous voulez. C'est bon? On continue. L'iboga. D'autres vont l'appeler Eboga. Tout ça là, c'est valable. Vous voyez, vous avez des gens qui sont en dessous là, et c'est un arbre. Parce qu'effectivement, ça devient un arbre. On n'a pas simplement, usuellement, la chance de voir cela devenir un arbre parce qu'on l'utilise fréquemment. On ne le laisse pas grandir. Mais vous laissez ça pendant 30 ans, 40 ans, ça peut devenir un gros arbre. Et nous ne sommes pas à côté, ou alors il n'y a pas abus de langage lorsqu'on dit c'est l'arbre pour la connaissance du bien et du mal. Ah oui, c'est un ensemble de connaissances. L'arbre en lui-même, c'est pas cela. Quand on dit l'arbre pour la connaissance du bien et du mal, il s'agit d'un arbre
accompagné d'un certain nombre de connaissances qui sont appliquées et vous permettent de découvrir là où se trouve le mal ou là où se trouve le bien. Ce n'est pas l'arbre en lui-même qui fait la chose, non, c'est l'arbre associé à un ensemble de connaissances. Je ne serai pas dans un abus de langage si je le dis. Non. C'est mon droit. Chacun prêche dans sa chapelle. Voilà. Là, Liboga a grandi. Il a pris le temps de devenir un arbre. Et vous voyez, vous avez ces gens-là qui sont en dessous. Je me souviens, à Essassa, on avait trouvé un arbre comme ça, avec le maître. L'arbre qui était vraiment assez grand. Bien. L'arbre Liboga. Maintenant, il est question d'expliquer le rôle de Liboga lors de la technique initiatique. Liboga joue quel rôle de façon fondamentale quand on procède à la manducation de cet arbre? Lorsqu'on procède à la manducation de cet arbre, ce qui se produit, c'est que lorsque l'initié a consommé de Liboga, ça va dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y a un sucre digestif qui se dégage, qui va se mélanger avec la plante, la sève de la plante. Maintenant, ce sucre digestif qui s'est mélangé avec la sève de la plante va maintenant dans tout le corps, à travers le sang. Et ce qui se produit, c'est que en allant dans tout le corps, à travers le sang, grâce au nerf et tout, ça va éveiller les cellules du corps. Ça va toucher chaque cellule du corps. En éveillant chaque cellule du corps, naturellement, c'est tout le corps qui est éveillé. Ça rend l'homme sensible aux impressions et aux auditions spirituelles. Mais par ailleurs, cette sève est montée au niveau du cerveau. Ça va toucher une glande assez particulière qu'on appelle la glande pinéale ou l'épiphyse. Ça va faire vibrer cette glande à une fréquence très haute. C'est grâce à la vibration de cette glande qu'on va avoir ce qu'on appelle le troisième œil qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir dire, je vois ceci, je vois cela. C'est parce que cette glande a été touchée par les effluves de Liboga et on fait vibrer la glande à une vitesse mais très rapide. C'est grâce à cette vibration que vous pouvez dire je vois. Ça c'est le rôle au niveau chimique, biochimique de Liboga. C'est son rôle. Mais maintenant, dans la technique initiatique, Liboga n'est qu'un élément de la technique initiatique. Vous pouvez parfaitement initier sans Liboga. Vous le faites parfaitement, sans problème. Vous pouvez initier quelqu'un sans Liboga. Liboga n'est qu'un élément de cette technique initiatique qu'on enseigne à l'élève Ndanga. Maintenant, cette glande a été célébrée sous forme de l'œil d'Horus, qu'on retrouve pleinement dans beaucoup de hiéroglyphes en Égypte. En fait, quand on parlait de l'œil d'Horus, il s'agissait de la glande pinéale ou l'épiphyse. Et voilà. Voilà cet organe, l'épiphyse. Et quand vous voyez même sa structuration, ça ressemble à quoi? Les fractales. Exact. Ça ressemble au fractal. Maintenant, cette glande, elle se situe exactement au niveau du cerveau, là. Et c'est là où se trouve la conscience de l'homme. C'est bon?
continue. On passe maintenant aux chants sacrés. Les chants sacrés, pourquoi sacrés? Parce que ces chants constituent ce qu'on appelle des mantras. Le mantra est un mot qu'on prononce et qui provoque une vibration. Que vous y croyez ou non, si vous le prononcez bien, il va toujours provoquer cette vibration. Maintenant, les chants de la tradition bouddhiste, ce sont des mantras. Quand vous voyez par exemple nos frères du Sud psalmodier des termes dans le popi, ils parlent, ils font des invocations. En fait, ce sont des mantras qu'ils prononcent. Lesquels mantras favorisent un taux vibratoire très élevé dans le milieu où il est. Et la provocation de ce taux vibratoire très élevé crée des événements, favorise des situations. Maintenant, lors d'une cérémonie au niveau, je dirais beaucoup plus à notre niveau, et je sais que c'est la même chose qui se fait dans tous les temples, parce que les chansons sont structurées de telle sorte que chaque chant a un sens. Nous commençons par exemple par Ngobenamanongo, en Eboga. On dit Eboga, c'est un terme traditionnel Ngobenamanongo qui désigne l'Eboga. Mais cette chanson rappelle que la base de notre tradition, c'est l'Eboga. Une fois on a chanté cela, on passe à la chanson suivante qui est Esse Souya. Esse Souya veut dire le travail commence. Une fois on a rappelé que l'Iboga c'est la base de notre tradition, ensuite on a rappelé que le travail commence, on passe maintenant à Kulmimbe. Kulmimbe signifie ouvrir les portes. On ouvre quelles portes? On ouvre les portes des plans spirituels. Les chakras du temple. Je préfère m'arrêter là parce que je ne peux pas aller plus loin dans les explications. On ouvre les chakras du temple. Ensuite, on a Mbembe, Zaman Mbembe. Ça veut dire éternel, Dieu est éternel. On a fini d'ouvrir les portes du temple. On a fini de mettre en branle les chakras du temple. Maintenant, on célèbre la présence de Dieu. Ce que nos frères appellent Dieu. Mais c'est l'énergie. On célèbre la présence de l'énergie. Ensuite, on a Mbembe Zabas Bababa. On dit Nyengobaba. Mais on coupe Bababa. Ça veut dire que le principe divin descend toujours dans sa forme bipolaire, homme-femme. Ensuite, ça veut dire qu'on active la cour céleste pour leur demander d'adorer Dieu, le Dieu seul. Dès qu'on a terminé cette structuration-là qui constitue des mantras, on a créé un champ vibratoire qui va maintenant favoriser tout ce qu'on va faire là-dedans. Voilà pourquoi on parlait tout à l'heure de chant sacré. Donc, on a vu l'Iboga, on a vu le Mungongo, on a vu le temple, on a vu l'arabe, ensuite on a vu les chants sacrés. Donc, dans notre définition de ce que c'est la tradition bouddhiste, on a donné de façon structurelle ce que c'est la tradition bouddhiste et on a essayé de donner une définition des éléments qui constituent cette structure-là justement. À partir de là, de façon globale, on a regardé ce que c'est la tradition bouddhiste. C'est bon? Ok. Origine de la tradition bouddhiste. Tout ça, ça nous permet de situer le contexte. On est dans une approche méthodique.
On veut simplement, là pour l'instant, on veut juste situer le contexte. L'origine de la tradition bouddhiste. On va juste aller à partir des Pygmées. Il est inutile que nous remontions. Dans un passé quasiment récent, la tradition bouddhiste se pratiquait exclusivement par les peuples pygmées. Et ces peuples opéraient des miracles au niveau de la guérison. Ce qui suscitait quand même des interrogations auprès des peuples bantous. Vous voulez comprendre l'origine de ces miracles. Ils se sont rapprochés des peuples pygmées. Les premières ethnies dans ce domaine, c'était les Apiligi, ensuite les Masango, les Minchogo et les Pouvi. Voilà les premières ethnies réceptrices de la tradition bouddhiste. Ils ont été initiés par ces pygmées. Et ensuite, ils sont allés apprendre la science chez ces pygmées-là. Maintenant, dans la zone Fan, le premier initié, c'était en 1838. Il est allé du côté du sud pour s'initier à la tradition bouddhiste. Maintenant, les peuples, face à la forte urbanisation de certaines zones, les Nganga se sont maintenant déportés vers les zones urbanisées. C'est ce qui a entraîné maintenant le mouvement ou alors le départ de la tradition bouddhiste de la brousse vers les villes. Maintenant, ceux qui sont venus vers les villes ont aussi initié et transmis la tradition bouddhiste aux autres. La communauté Fan a pris cette tradition et est allée adapter cela au contexte socio-culturel de leur environnement ethnique. Et par la suite, la tradition bouddhiste s'est retrouvée répandue sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas s'il y a une province dans laquelle la tradition bouddhiste ne se pratique pas. Au nord, au Wellington, elle se pratique. Ensuite, vous avez à l'estuaire, ça se pratique. Le Goué, Lolo, ça se pratique. C'est là-bas même, ça arrive, que ça vient. Entre le Goué, Lolo et l'Angounier, ça se pratique. La tradition bouddhiste vient beaucoup plus de l'Angounier. Ensuite, vous avez la Nyanga. Vous trouvez les bouddhistes. Ou encore oui, pas encore, c'est aussi relatif. Parce que vous avez les forêts entre le Goué-Lolo et le Haut-Goué. Là-dedans, vous avez aussi des gens qui pratiquent la tradition bouddhiste. En effet, au niveau du Haut-Goué, les rites beaucoup pratiqués, vous avez l'Onjobi, vous avez l'Omkira. Voilà les deux rites qui sont beaucoup plus pratiqués au niveau du Haut-Goué. Mais maintenant, vous allez avoir de plus en plus des gens qui iront s'installer même dans le Haut-Goué, qui pratiquent la tradition bouddhiste. Donc, de façon globale, vous avez la tradition bouddhiste qui se pratique sur l'ensemble du territoire gabonais. Voilà un peu de façon sommaire, donner un peu l'histoire de la tradition bouddhiste. Maintenant, l'arrivée de la tradition bouddhiste jusqu'au Gabon, là il faut retracer le cheminement des peuples pygmées en partant d'Égypte. Je dis bien en partant d'Égypte. J'étais très surpris lorsque lui m'a parlé du dieu Beth, le dieu pygmée. Et quand on regarde le rite de ce dieu pygmée-là en Égypte, mais c'est chez nous, le Méano, extraordinaire. Lui, il est d'origine égyptienne. Maintenant, on va voir les types d'initiation.
les types d'initiation, on a de façon globale deux types d'initiation. On a les initiations par incubation. L'incubation, c'est quoi? C'est une salle qu'on prépare d'une certaine façon, on la maquille, on la structure d'une certaine façon, et on installe le candidat dans la salle. On le conditionne d'une certaine façon. Maintenant, l'esprit vient se manifester à travers des rêves, des songes ou des visions. Il obtient tous les résultats escomptés grâce à ces éléments-là. Et le Nanga, son rôle, c'est interpréter l'ensemble des rêves, visions et songes qu'il reçoit dans ces conditions assez particulières. C'est ça qu'on appelle initiation par incubation. Ces initiations ont existé en Égypte, en Grèce, dans les environnements qu'on a communément étudiés en histoire. Ensuite, vous avez la deuxième forme d'initiation, qui est l'initiation directe. L'initiation directe, c'est le conditionnement du candidat et immédiatement on lui donne le bois sacré. Là, vous avez un candidat qui s'initie dans une approche incubatoire de l'initiation. Et là, vous avez des candidats qui sont installés. Et là, vous voyez le maître Atom qui est en train de s'apprêter à donner l'iboga immédiatement à ces initiés-là. Là, on est dans une approche de initiation directe. Et là, nous sommes dans une approche de initiation par incubation. Voilà les deux formes, de façon globale, les deux formes d'initiation. C'est bon? On continue. Là, on va poser la problématique. On a défini la tradition bouddhiste. On a essayé de regarder les types d'initiation qu'il y a. Maintenant, on pose la problématique. Quels sont les risques liés à l'initiation? Premier risque, le décès. Deuxième risque, la folie. Troisième risque, pas de bons résultats. Maintenant, on a classifié ça comme ça par ordre de grandeur. Le décès, c'est le maximum de risque qu'on puisse avoir. Et la folie, c'est celui qui vient en dessous en termes d'impact. Et ensuite, pas de bons résultats. C'est ça qu'on vit quasiment dans les temples à gauche à droite en ce moment. Quels sont les risques liés à ces éléments? Bien. Nous allons avoir les causes de décès ou de folie. Les premières causes sont endogènes. Endogène signifie que c'est d'abord l'individu qui porte un certain nombre de situations qu'il faut corriger. Et parmi ces situations, on a les causes médicales. Dans la cause médicale, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a quelqu'un qui a un problème du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que nous savons que quand on procède à la manipulation du bois sacré, le bois sacré a tendance à accélérer le rythme cardiaque. Si ça vous trouve avec un problème cardiaque, ça peut vous causer des problèmes. Ensuite, vous avez l'hypertension. Un hypertendu maxi, il faut faire attention à la manière dont il faut le traiter lors de l'initiation. Maintenant, vous avez des gens qui ont des pathologies non déclarées et d'autres qui ont des pathologies déjà déclarées. Voilà pourquoi dans la phase de préparation d'un initié, d'un candidat à l'initiation, il faut souvent explorer ces aspects-là. Maintenant, vous avez les causes métaphysiques. Là, on est toujours dans
les causes endogènes. Maintenant, au niveau métaphysique, quelle situation on peut avoir? Vous avez un candidat qui vient et lorsque vous lui donnez l'iboga, au lieu de laisser l'expression de l'esprit se manifester, il va chercher à toucher le vampire. Ah oui, il va essayer de toucher le vampire. Il veut mettre le vampire devant, alors que l'esprit et le vampire ne se mélangent pas. L'iboga et le vampire ne se mélangent pas. Tout de suite, on peut avoir une réaction, mais très brutale, de l'esprit, pouvant causer la mort de l'initié. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'initiateur qui doit savoir que en face, nous avons un candidat qui touche souvent à son vampire. Et ça, les techniques divinatoires doivent vous permettre de le découvrir. Une fois que vous avez découvert cela, vous savez quelles sont les actions que vous pouvez mener là-dessus pour que lorsqu'il voudra mettre son truc en mouvement, il ne puisse pas le faire. Ensuite, dans les causes métaphysiques, au niveau endogène, toujours, vous avez des gens qui ont des charges karmiques, mais terribles. Tout ça là, vous devez d'abord explorer tout ça. Ces charges-là, ce sont des charges qui peuvent être liées parfois aux incarnations antérieures. Qu'est-ce qui vous permet de découvrir cela? Toujours la consultation. Voilà pourquoi un candidat qui vient pour l'initiation, on ne le prend pas et tout de suite, allez, on lui donne le bois. Là, c'est de la pure folie et la non-maîtrise réellement de la technique initiatique. Maintenant, au niveau des causes exogènes, dans les causes endogènes, vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui peuvent souffrir de la schizophrénie. Cette schizophrénie peut les pousser à aller se suicider. Ça vous fait un accident que vous avez dans le temps. Vous avez des candidats aussi qui souffrent de problèmes de bipolarité. Tout ça là, vous devez pouvoir analyser cela, ressortir cela, prendre des dispositions pour que si ça arrive, vous n'ayez pas de problème. Je vais vous raconter une histoire. On initie une dame qui souffrait de schizophrénie aggravée. Et déclaré. On lui donne le droit. Elle entend une voix qui lui dit « Sors de là !» Elle a commencé à casser la porte, cogner dessus. Oh, tout le monde était paniqué. On vient m'appeler en catastrophe. J'arrive, je trouve la dame. Elle me dit non, j'entends une voix qui me dit de sortir de là. Je regarde et je sais que c'était un cas de schizophrénie. Maintenant, elle sortait de là, c'était pour faire quoi? C'était vraiment une inconnue. Donc, je l'écoute patiemment. Je prends mon temps pour l'écouter. Et ensuite, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est forcément sortir de la pièce? La personne s'arrête. Bon, en fait, c'est vrai. Mais vous savez que vous êtes malade. Votre maladie, c'est un enfermement au niveau psychologique. L'esprit est en train de vous dire de sortir de cet enfermement psychologique pour que vous sortiez de votre maladie. Seul vous peut vous guérir en ce moment. Et vous êtes dans des conditions qui vous permettent réellement de vous guérir. Là, la personne s'est arrêtée. C'est vrai. Je lui ai répété, la prochaine fois que vous allez ensemble, sortez de là
Oui, répondez, oui, je suis disposé à sortir. Mais pas de la pièce. Je dois sortir du cocon dans lequel je me suis enfermé. Aidez-moi à sortir de là. Et elle a fait cet exercice. Elle a réussi à sortir de là. Quelqu'une qui a fait près de 10 ans dans cette schizophrénie, et en un claquement de doigts, la tradition bouddhiste l'a sortie de là. Elle n'a plus jamais souffert de schizophrénie. On continue. Ensuite, on a les causes exogènes. Les causes exogènes sont des causes qui ne sont pas directement liées au candidat. Là, c'est beaucoup plus l'Onganga qui n'a pas su s'y prendre. Parce que lorsque la cause exogène est parfois liée aux parents du candidat, mais c'est l'Onganga qui doit prendre des dispositions pour que les actions des parents du candidat n'affectent pas son travail. Soit il a été bien formé, ou il ne l'a pas. Non, les facteurs exogènes qui peuvent occasionner ce genre de situation, c'est le candidat. Vous avez des parents qui disent au candidat, vous ne devez jamais aller vous initier. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils le disent. En réalité, l'initiation, c'est fait pour tout le monde. Mais lorsqu'on vous fait une recommandation particulière, que vous n'allez pas vous initier, la personne qui vous le dit, elle-même, elle sait pourquoi elle le dit. Et ces facteurs-là, effectivement, peuvent causer des accidents. Des accidents sérieux. Là, on est dans un domaine purement métaphysique. Vous avez aussi des candidats qui vont en initiation et l'autre côté est tellement beau qu'ils ne veulent plus revenir. Là encore, c'est un sacré problème. Parce que si elle réussit à ne pas revenir naturellement au niveau objectif, c'est vous qui êtes responsable de ce qui en découle. C'est à ce moment-là que intervient le fait que vous ne soyez pas un usurpateur. Parce que lorsque vous n'êtes pas usurpateur, l'entité qui travaille avec vous, c'est elle qui va lui dire, bon, allez, va là-bas. Bon, maintenant, la partie accident, c'est beaucoup plus causé par la dangerosité de certains rituels qui peuvent causer des accidents. Vous faites votre temple à côté d'un grand trou, mais c'est clair que sous l'effet du bois, le candidat peut aller tomber. Vous baladez du feu, n'importe comment, dans le milieu du rituel, mais vous courez le risque de voir quelqu'un se brûler. Là, on rentre dans le cadre de la dangerosité, du rite, de la pratique. Ça, ce sont les facteurs exogènes. Ensuite, vous avez le destin. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est le programme de la vie de quelqu'un, de sa naissance jusqu'à sa mort. Le programme de la vie de quelqu'un, de sa naissance jusqu'à sa mort. Maintenant, ce programme-là, qu'est-ce qui le structure? Qu'est-ce qui structure ce programme et le rend quasi obligatoire? C'est l'ensemble des charges karmiques et des bénéfices karmiques que la personne a accumulés au cours des incarnations antérieures. Toutes ces charges-là et ces crédits s'articulent de façon à constituer des quasi-lois tout au long de votre vie. Lesquelles lois vont s'appliquer pour le déroulement de votre vie. C'est ça qu'on appelle le destin. Je vous prends un exemple tout simple.
Lorsque dans votre destin, il n'est pas prévu que vous soyez, qu'une femme soit par exemple violée, quel que soit alpha, elle ne sera pas violée. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on appelle Dieu circule à travers tous les êtres humains. Quand le destin ne prévoit pas quelque chose vous concernant, cette même énergie qui est au-delà de tout le monde va s'activer pour que ce qui n'est pas prévu n'arrive pas. Et quand c'est prévu aussi, là c'est compliqué. C'est très compliqué. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont parfois difficiles à éviter. Mais c'est là où intervient encore la notion d'usurpation ou non. Si vous n'avez pas usurpé, là ce sont maintenant les entités qui travaillent avec vous qui vont dire ok, on va lui éviter ça. Parce qu'on sait que la conséquence de cela, c'est la prison ou bien le tribunal. Les facteurs risques. Ok, on a parlé de tout ça. Quels sont les facteurs qui augmentent le risque? Le premier facteur, c'est la formation des initiateurs. Les formations sont biaisées. Grand nombre de Nganga, ils s'initient. Un an après, 2 ans, il ouvre son temple, il commence à initier les gens. Alors qu'il y a trop de choses à apprendre là-dedans. Trop de choses. Avant que je ne sois initiateur, Dieu seul sait combien d'années j'ai fait. Dieu seul sait combien d'années j'ai fait. J'ai dépassé 20 ans d'études. Pour apprendre à être initiateur. Pas guérisseur, non. Parce qu'il faut faire la nuance entre être guérisseur et être initiateur. Être guérisseur, vous n'avez pas besoin d'un accord particulier, d'un maître qui vous a formé et vous a donné l'autorisation d'aller exercer. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez être guérisseur, vous allez apprendre les techniques de guérison à gauche à droite. Ça c'est rien. Ce qui nécessite l'accord, cela veut dire la consécration de votre maître, c'est le côté initiatique. Vous devez maîtriser totalement la technique initiatique. Et là, c'est là où la formation des initiateurs est souvent biaisée. Le deuxième facteur qui augmente le risque, c'est l'usurpation. Vous pouvez avoir un initiateur qui n'est pas suffisamment formé, mais il fait avec ce qu'il a. Lui, il est moins dangereux que celui qui n'en est pas du tout et qui s'improvise initiateur. Et ensuite, on a la dangerosité de certaines pratiques dans les rituels. Voilà les facteurs qui augmentent le risque des éléments dont on a parlé tout à l'heure. C'est bon? Les conséquences des décès et des cas de folie. Naturellement, on a l'impact sur les familles et la communauté. Ça c'est clair. Quand il y a un décès, c'est compliqué. Ça peut être le parent qui était pilier de la famille. Et quand ça vient à tomber, c'est terrible.
ce qui suscite même un peu plus l'acharnement de la famille. Et c'est complètement compréhensible. Et vous avez des répercussions sur la réputation de la tradition. Ça, c'est clair. On va dire encore eux. Alors que quand on fait un rapport proportionnel des gens qui meurent au sein de la tradition, ça n'a rien à voir avec le rapport proportionnel qu'on ferait des gens qui meurent dans les hôpitaux, là où il y a pourtant des grands spécialistes. Ensuite, on a les risques d'implication pour la santé publique et les politiques de la santé. Naturellement, l'administration publique va prendre des dispositions. Parce que si ces cas-là deviennent récurrents, il est clair que ça influence la politique de santé publique. Ça nécessite que des dispositions soient prises pour davantage réduire les cas de folie ou de décès. Dans les cas de résultats non satisfaisants, bon, on n'est pas très regardant là-dessus. Simplement, ça endommage l'image du Nganga, simplement. Proposition des solutions. La proposition des solutions, naturellement, ça passe par la formation des initiateurs, ça c'est clair. Les gens doivent avoir la patience d'apprendre. On ne doit pas se presser. On doit prendre le temps d'apprendre. Renforcement des compétences et capacités des structures représentatrices des tradipraticiens. Naturellement, il faut aussi protéger les tradipraticiens. Il faut les protéger. Quand il y a un cas de décès, il faut être sûr que le tradipraticien a utilisé le protocole nécessaire, lequel protocole devrait le protéger au niveau de l'administration. Quand on reconnaît la compétence du Nganga, si la compétence du Nganga est reconnue, on sait qu'il a mis en place des protocoles bien précis. Une fois on sera sûr qu'il a respecté les protocoles, il faut qu'il soit protégé. Protection des tradipraticiens et tradithérapeutes par l'État. Naturellement, la mise en place des institutions et consorts. Voilà, de façon globale, expliquer le thème que nous avions eu. Voilà. Voilà de façon globale, hein, les causes de décès ou de folie lors des initiations au sein de la tradition bouddhiste au Gabon. Cette conférence-là, elle a été faite exprès parce que je l'avais déjà faite. Là, c'était pour des besoins pédagogiques répétés à nouveau. Tout au début, j'ai annoncé le thème de la prochaine conférence. Le thème de la prochaine conférence sera accentué sur le fait que, au sein de nos traditions, les techniques divinatoires utilisées au sein de nos traditions obéissent à des logiques quantiques. La physique quantique, c'est quoi? La physique quantique, c'est une technique, comparativement à la physique classique, c'est une technique qui permet d'étudier le comportement des particules les plus fines. Parce que les lois qui régissent le fonctionnement de ces particules-là ne sont pas les mêmes que celles qui régissent le fonctionnement du plus grand, de la matière. Les lois de la matière ne sont pas les mêmes dans la physique que dans la physique quantique. Mais comment est-ce que les
la pratique, exemple de la technique divinatoire, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on utilise les principes de la physique quantique? C'est ce que je vais démontrer lors de la prochaine conférence. Voilà. On en a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Est-ce que vous avez des questions ici? S'il y a des questions, hein, tu n'hésites pas. D'accord. Voilà. Vous avez des questions ici? Oui. Vu qu'il y a des initiés qui, des fois, après cette fête initiée, ils ne pas avoir eu suffisamment de vision, et que vous avez parlé de l'effet de loi sacrée sur la glande pinéale, est-ce qu'ils n'ont pas de vision juste parce qu'en fait, ils n'ont pas pris une quantité suffisante pour leur glande pinéale, et que justement, comme vous étiez en train de... Très bonne question. On a expliqué l'effet biochimique de l'ibogaine dans le corps. Sauf que, tout à l'heure, j'ai dit que Prédisposition, nous c'est-à-dire? sommes en face de la technique initiatique. L'iboga n'est pas l'élément qui fait tout. Il y a des purifications qu'il faut faire. Il y a le vampire qu'il faut maîtriser parfois. Il y a des situations qu'il faut d'abord arranger pour créer des conditions qui permettent à la personne de voir les choses. Donc il n'y a pas que l'iboga. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'initiation, ce n'est pas l'iboga. L'initiation, ce n'est pas l'iboga. L'iboga n'est qu'un élément de cette technique initiatique. La personne peut avoir procédé à la manducation du bois sacré et se retrouver sans voir, simplement parce qu'il y a des éléments préparatoires qui n'ont pas bien été réglés. Vous avez cela. Ensuite, vous avez un autre facteur. La personne vous dit « je n'ai rien vu ». Parce que peut-être elle s'attendait à voir des choses de façon assez particulière. Ce qui fait que tout ce qui a défilé devant elle, pour elle, n'a aucune importance. Et elle vous dit, elle n'a rien vu. Je vous prends un exemple. On initie une dame, encore les femmes, elles sont... Elle était en train de suivre les choses. Sauf qu'on lui avait raconté que lorsqu'on t'initie et qu'on t'a donné l'iboga, il y a un homme en blanc qui vient, qui t'attrape à la main et qui t'amène. Elle voyait des choses et des choses et des choses, puisque l'homme en blanc n'était pas encore venu la prendre à la main et l'amener. Pour elle, elle ne voyait rien. L'esprit lui dit, non, elle voit des choses, elle est distraite. Comment ça? Non, je ne vois rien. Parce qu'elle attend toujours ce fameux homme en blanc qui viendra la prendre et qui va l'amener. C'est comme ça qu'on lui demande, mais tu ne vois pas des signes comme ça? Mais si, je vois ça d'épée. Voilà. Vous avez plusieurs cas comme ça. Et là, c'est maintenant la formation d'une gaga qui fait la différence. C'est bon? Ok. Une autre question? Oui? Je suis Paul Visconti, doctorant en anthropologie à l'Université de Montréal, spécialiste des questions sur la tradition d'outils, notamment le bois sacré. Je ne connais pas encore grand-chose, mais je vous connais un tout petit peu. Alors, par rapport à la question du monsieur, je vais m'expliquer, mais ce que je voudrais préciser en matière du Bola, c'est qu'il y a beaucoup de contours. Il y a, par exemple, un exemple très important, souvent négligé d'ailleurs, c'est la multiplicité du bois sacré. Il y a à peu près 8 genres. À peu près. Moi j'en connais 5. Et dans les 5 que je connais, il y a un que les jeunes gens, ou que les novices, ou que les apprentis affectionnent bien, parce qu'ils aiment faire ce qu'on appelle la figuration.
On te fait boire le bol, tu bois la mer, puis tu as le bois sacré. Il y a un autre genre qu'on appelle le malumba. Le malumba, c'est la zone de malumba, qui se vend beaucoup plus au marché de l'Afrique. Celui-là, il est cueilli, il est transporté, il est exposé à la cueillette, et puis un certain temps, il perd de sa saveur. Donc il n'est plus le même goût. Il y a le manega, celui qui pousse facilement du côté de Manji, entre la colline du Nangwani et la zone de Manji. Les plaines de Manji, les villages de Katikaka et autres, on appelle le manega. Lui aussi, c'est une spécificité. Encore que là, je ne dis pas. Tout dépend de l'individu, tout dépend de l'esprit qui le consomme. Maintenant, il y a les deux principaux. Celui que les taureaux utilisent régulièrement, celui que j'ai vu à Makoko récemment chez les femmes, à Makoko. Il y a deux genres particuliers que l'UPO a dans ses recherches définies comme étant tabenante et l'ictophore et tabenante ibo. Un qui a les fruits arrangés et il y a l'autre qui a les fruits goulus. Ce sont ces deux-là que les Togo, les Appendies, les Probés utilisent régulièrement et celui-là, il n'est pas cultivable comme un champ de maïs. Vous essayez de le planter sur 10 hectares, c'est pas évident qu'il pousse comme un champ de maïs, c'est pas évident. Quelques pousses sortiront et puis vont mourir parce qu'ils n'aiment pas la proximité des uns des autres. Alors, celui-là, pour ne pas contenir le maître, celui-là ne dépasse que très rarement les 2 mètres. Quel est son âge? 30 ans, 40 ans, il ne va pas dépasser 2 mètres. C'est celui que les Togo a besoin de plus que les Appendies, les plus de initiation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 composantes. Parce qu'on appelle bois sacré. C'est pas par hasard que le prince général de Boudéry a dénommé bois sacré. Vous avez le bois sacré. Parce que ce n'est pas n'importe qui va le payer. Il y a 3 composantes. Quand il y a question d'initiation, je peux mettre quelque chose. Il y a 3 composantes. Il y a 3 personnes. Il y a le Ouganda, père, maître, initiateur, qui peut être propriétaire du champ, mais il ne peut pas être le receleur. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne peut pas aller cueillir. Il est peut-être propriétaire du champ et Nganga, mais il n'a pas les capacités spirituelles pour aller parler à l'Iboga. L'Iboga peut discuter, quelqu'un qui n'est pas initié et qui a reçu l'onction divine ou sacrée peut aller parler avec le bois parce qu'on parle avec le bois. On lui parle. Et ce n'est pas n'importe qui lui parle. Il faut être véritablement sacralisé pour lui parler. Le planteur peut être quelqu'un comme moi. J'ai ma petite plantation derrière ma case. Les 4, 3 ou 5, 6, 10 têtes. Je connais ce qu'il faut donner au futur initié. Et j'ai dit au planteur, il y a initiation, monsieur, venez. Donc quand vous appelle, on se concerne à 3. Il y a toujours une concertation. Et on envoie le receleur, le cueilleur, aller prendre en fonction des consignes du Nganga et en fonction de l'impétrant. Le Nganga, comme je disais tout à l'heure, consulte et il constate que celui-là n'a pas besoin de tant de doses. Il faut juste cet élément. Et c'est le planteur qui dit, écoutez, allez-y à tel endroit, prendre cet élément-là qui est comme ça. Et lorsqu'on arrive, les autres ne connaissent pas ce qui se passe. Il y a une présentation à toi. Et lorsque ça arrive, après toutes les bénédictions qu'il a si bien détaillées, lorsque l'impétrant arrive et consomme ce qu'on a fait, mais, bien entendu, s'il n'y a pas d'intervention familiale, mais le bois sacré enveloppe l'individu et le transporte. On transporte son esprit. Mais ce qu'il faudrait dire, maître, c'est que entre ces deux bois, j'ai cité deux, ce qu'on appelle le bazooka et le nio. Il y a un qui transporte très lentement, il y a un qui transporte très vite. Dans le boutique des Sumba, le boutique des femmes par exemple, on utilise le transporteur qu'on appelle le bazooka. Parce que lorsqu'il est à l'intérieur, vous avez parlé d'initiation en phase close. Par incubation. Lorsque ce monsieur ne voit que les rêves, l'unicité ne voit que les rêves, justement c'est ce bois sacré qui le détruit.
détruit son corps, tombe sur une natte et s'endort. Et il ne voit que des rêves. Parce que là, il a consommé évidemment le bois sacré qui a été concerté par les bois. Parce qu'on connaît comment fonctionne son organisme. Parfois, ce n'est pas un bon parleur. Il ne sera pas capable d'interpréter fidèlement les images vues de l'au-delà. On se trouve qu'il s'endort. Et le Nganga, en tant que maître, va venir interpréter les visions de son malade. Et il y en a qui sont un peu plus forts que moi, qui peuvent s'asseoir et puis consommer et parler. Tout en consommant, ils parlent. C'est pour ça que cela, on donne par exemple le nyoke, qui est d'une teneur forte, mais qui va lentement et qui se bat dans tous les sens de l'organisme et qui fait qu'il stimule la lampe pénéale tout de suite, ça réagit. Je peux essayer de me mettre, excusez-moi. Oui, bien sûr, allez-y. Non, c'est intéressant sur la diète. Allez-y, je le fais ça depuis 6 ans maintenant. Alors, l'iboga est toxique. Il est toxique. Mais ça, sa qualité fait en sorte que lorsqu'il atteint la glande pénéale, il y a un phénomène de vomissement. C'est-à-dire qu'on en consomme suffisamment, assez suffisamment, et tout de suite, là, on rentre. Parce que, effectivement, la glande, pour éviter toute toxicité à l'organisme, permet justement cette répulsion, ce vomissement. Et ce vomissement entraîne aussi ce qu'on appelle la dépurification de l'impétrant. Donc s'il a des choses en lui qui sont sales, parce qu'il ne doit même pas sentir, tout de suite, ça réveille et il rend. Tout ce qui là est sale. Donc, maintenant, quand il prendra des mots après, ça va s'asseoir dans l'organisme pour la vie. Moi, je l'ai là dans le sang pour la vie. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas un poison, parce que certains disent que c'est une corde, d'autres disent que c'est un poison. Non, ce n'est pas un poison. En lui-même, quelle que soit la quantité. Sauf s'il y a, comme disait Maître, une maladie exogène, une maladie, un intervenant extérieur. Mais l'hypocampe en lui-même n'est nullement un poison. Lorsqu'il est consommé dans les normes requises telles que Maître l'a dit, à savoir tout est respecté, l'initiateur n'a pas usurpé. Il y a un phénomène d'acceptation du candidat et de la plante. Il y a une espèce de dialogue interne, parce que lorsqu'on est à l'intérieur, la première question qu'on te pose, sauf si je trahis ses connaître, je peux parler. Sachez parler avec des limites, c'est tout. La première question qu'on vous pose en tant qu'habitant, quand le bois sacré est bien en vous, on se dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Bon, là, je vais vous donner les limites. Bien. Il y a une autre question? Oui, excusez-moi, il y a 2 questions ici. On a Warren qui a d'abord demandé pourquoi la harpe a 8 cordes. Très bien. Ah, c'est une très bonne question. Il faut dire la vraie, c'est une très bonne question. Bien, ce qu'il faut dire au niveau de la harpe à 8 cordes, nous avons dans la tradition bouddhiste, on parle des 12 plans. Les 12 plans spirituels. Lorsqu'on est à 8, en fait, nous sommes dans les 8 premiers plans spirituels. Et naturellement, dans le strict respect des notes musicales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et vous avez une note qui se répète. Maintenant, chaque note correspond à une vibration bien particulière, à une couleur bien particulière dans le spectre. Chaque note correspond à un plan bien précis. Et lorsqu'on joue harmonieusement, on fait vibrer chacune de ces cordes-là, ça fait vibrer ces plans spirituels. Ce qu'il faut dire, c'est que la particularité des notes de musique ou alors des paroles de la harpe, chez nous on dit, la harpe ne joue pas, elle parle. Maintenant, la note de la musique obéit à la fréquence de 432 Hz, qui est une fréquence qui vous connecte directement à la vibration spirituelle. Ce qui est différent des notes pratiquées dans la musique classique, qui est, je crois, 445, quelque chose de comme ça. Donc, la harpe à 8 cordes, les cordes
correspondent aux 8 premiers plans spirituels que je ne peux pas énumérer là. Interdiction formelle. Autre question. C'est bon, on peut aller à la prochaine question. On vous écoute. Il a dit, si l'iboga est un élément non indispensable à l'initiation, comment activer la glande pinéale? Très bonne question. Vous avez des traditions dans le monde qui savent comment activer la glande pinéale par des exercices. Par des exercices. Ça va très lentement, mais ça va quand même. Vous avez aux Indes les méditations et consorts. C'est autant de techniques qui permettent d'activer la glande pinéale. Maintenant, la chance que nous avons, c'est que ces exercices, nous pouvons les associer à un catalyseur énergétique qui accélère cela. C'est ça, la bénédiction particulière que nous avons au Gabon. Simplement. Parce que cet Indien ou cet Hindou ou je ne sais pas quoi qui fait cela dans sa chambre ou son ashram, ben s'il vient ici au Gabon, je vais l'initier et il verra que c'est incomparable. Nous avons cette bénédiction d'avoir cette plante qui accélère ce que les autres font en plusieurs années, parfois plusieurs incarnations. Vous avez Oui. une question? Oui. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Maître, d'abord félicitations pour la qualité de l'exposé. Et j'ai plusieurs questions. Non, mais... Je ne sais pas si le temps va permettre à... Attendez que je traverse. La première question, c'est en rapport avec les différents types d'initiations que vous avez présentées dans... Les différents types de... Initiation. D'accord. Que vous avez présenté dans la diapo, j'aimerais savoir, concernant la méthode par incubation et direct, qu'est-ce qui justifie cette différenciation? Très bien. Qu'est-ce qui justifie cette différenciation? Bien. Chaque Nganga doit avoir son ensemble de techniques initiatiques qui découlent de la nature de la formation qu'il a reçue. Vous trouvez des initiateurs qui ne font pas des initiations par incubation, qui ne pratiquent que l'initiation directe. Vous en trouvez qui pratiquent les deux. Vous en trouvez qui ne pratiquent pas d'initiation directe, mais uniquement des initiations par incubation. Ça va dépendre de la nature de la formation que vous avez reçue. Moi qui suis devant vous, j'ai reçu les deux types de techniques initiatiques, par incubation et initiation directe. Maintenant, lorsque le candidat vient à vous pour s'initier, c'est normalement la consultation qui vous permet de l'orienter vers ce que l'esprit estime lui convenir. Parce que vous avez des gens, lorsque vous lui donnez le bois, ils s'embrouillent. C'est là qu'ils s'embrouillent même. Ce qu'il faut dire dans l'initiation, le but c'est quoi? C'est voir l'esprit, avoir un contact avec l'esprit. Le rôle de l'iboga, c'est ça uniquement. Il y a d'autres techniques qui permettent d'atteindre le même résultat. Ça veut dire que l'iboga n'est pas l'esprit. Ça veut dire que l'iboga n'est pas l'esprit. L'iboga est un outil qui nous mène vers l'esprit. On dit souvent dans le jargon, l'esprit nous a révélé l'iboga pour que l'iboga à son tour nous révèle l'esprit. Donc à la base, ce n'est pas l'iboga, c'est l'esprit. Parce que quand l'esprit nous a révélé l'iboga, est-ce qu'on était dans l'iboga? Hein? Non. L'esprit est venu, nous a révélé cela. Non, attention, derrière là-bas, voilà, ce arbre-là, tu le prends, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand il nous révèle ça, là, est-ce qu'on est dans l'iboga? Donc, l'élément fondamental qu'un initiateur doit garder à l'esprit, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Maintenant, c'est lui qui vous indique comment faire pour le candidat qui vient pour l'initiation. S'il vous dit, lui, il faut lui donner l'iboga, vous lui donnez.
Il y a plein de personnes que j'ai initiées sans un grand diboga. La personne elle-même voit ces choses. Je me fais toujours l'honneur de lui expliquer ce qu'il a vu. Ensuite, on demande à l'esprit, est-ce qu'à celui-là, il faut lui donner le quoi? L'esprit dit non. Mais il a son résultat. Le résultat pour lequel il est venu me voir, il l'a déjà. Mais quand il a eu ce résultat, est-ce que c'est sous la base, sous l'effet de l'iboga? Non, c'est l'esprit qui agit. Et ça, c'est quelque chose de magnifique que mon maître m'expliquait souvent. Que tu es un initiateur, sache que tu ne dois regarder que l'esprit. Tout le reste ne sont que des supports. Lesquels supports, l'esprit peut vous dire, bon, ce support-là, non. Faites par contre comme ça. C'est bon? J'ai répondu à votre question? Ok, on peut continuer. Il avait beaucoup de questions. Allez-y. Le texte est éligible à l'initiation, à la tradition bouddhique. Et selon quelle école? Bon, par école, ici j'entends le fait que dans l'origine bouddhique, vous avez dit que ce sont les pygmées qui sont, on va dire quoi, les précurseurs, merci. Et d'autres communautés se sont appropriées, bien sont allées auprès de ces derniers-là pour s'approprier cette science. Donc, qui est éligible et selon quelle école? Très bien. Ça, c'est une très bonne question, simplement parce que, d'accord, la tradition bouddhiste, elle vient de la brousse. Mais je vous assure, son chemin ne se limite pas qu'au Gabon. Elle vient de la brousse, certes, mais elle va dans le monde entier. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que le but de la tradition bouddhiste, c'est l'éveil de la conscience. Le premier but, ce n'est pas la guérison. L'éveil de la conscience. Quand on parle d'éveil de la conscience, qui n'est pas concerné? Tout le monde est concerné. L'humanité tout entière est concernée par l'éveil de la conscience. Voilà pourquoi je tiens d'abord à vous préciser qu'elle part de la brousse, mais elle ira dans tout le monde entier. Vous devez vous mettre ça dans la tête. Au niveau du Gabon, on est peut-être à l'origine de cela, mais nous n'en sommes pas propriétaires. C'est l'humanité tout entière qui en est propriétaire. Qui est éligible, c'est tout le monde. Maintenant, il y a des règles. Dans le domaine de la transmission, par exemple, il y a des codes de transmission. Si le Chinois vient me voir, qui veut être maître initiateur, je lui explique quels sont les codes de transmission. S'il peut les respecter, je lui transmets la science, qu'il a contribué à l'éveil de la conscience des Chinois. Ça sont des paradigmes qu'il faut maintenant introduire dans son subconscient. Si je reprends bien votre question, qui est éligible? C'est tout être qui a un esprit, une âme et un corps. Puisque nous tous, nous sommes dans cette configuration, donc tout le monde est éligible pour l'initiation. Qui est éligible pour être maître initiateur? C'est ce que l'esprit estime avoir la capacité de le faire. Parce que ça requiert non seulement des capacités au niveau spirituel, mais aussi au niveau de certaines valeurs humaines. Un ganga ne doit pas être très coléreux. Un ganga ne doit pas être destructeur dans sa manière de faire les choses. Donc, il y a certaines qualités humaines qu'il faut aussi avoir. Et puis, par après, l'onganga formateur qui prend quelqu'un doit se rassurer qu'au bout de la formation, il a réussi à susciter ces qualités-là chez son élève.
vous ne transmettez pas la science à un fou. Sinon, il se transforme en calamité pour les êtres humains. C'est bon, j'ai répondu à votre question? Oui, ça c'était pour la première. Oui. La deuxième c'était selon quelle école? Bon, ok. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Ok. Ah, si vous venez me voir, je ne peux pas vous créer une école que je n'ai pas reçue. Ah, maintenant, ce qu'il faut retenir, qui est fondamental, le but à atteindre, c'est l'esprit. Les bases, ce sont des pratiques saines. Quelle que soit l'école dans laquelle vous arrivez, priez seulement d'avoir un bon maître qui vous ouvre le chemin de l'esprit. Maintenant, si vous voulez étudier aussi dans ce domaine, alors vous vous adressez à lui, il vous enseignera. Pour moi, aucune école n'est supérieure à l'autre. Aucune. Le seul agent qui est supérieur, c'est l'esprit. C'est tout. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous évite de commettre des erreurs dans le domaine initiatique. C'est tout. C'est bon? Ok, impeccable. Question suivante. On a Warren qui demande: la franc-maçonnerie authentique originelle a-t-elle un lien avec la tradition bouddhiste? Vous lui direz aussi, très bonne question. Ce qu'il faut retenir, c'est que au départ, on a ce qu'on appelle la tradition primordiale. C'est quoi la tradition primordiale? C'est un ensemble de connaissances, mais immense. Un ensemble immense de connaissances qui nous viennent d'un très lointain passé. On va dire même des trilliards d'années. Pourquoi? Parce que cette tradition primordiale, elle se déplace de galaxie en galaxie pour l'éveil de la conscience des êtres qui peuplent la galaxie. Donc, on a la tradition primordiale qui a été adaptée aux réalités terrestres. De cette tradition primordiale découle tout ce qu'il y a comme tradition. Et si vous remarquez bien, vous avez quasiment les mêmes concepts. Là-bas, chez nos frères asiatiques, on parle du yin et du yang. Dans notre tradition, on a des termes pour désigner cela. Là-bas, on parle du maître intérieur. Dans notre tradition, on a des termes pour désigner cela. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la franc-maçonnerie, que je ne connais pas vraiment, donc je n'aime pas trop parler des choses que je ne maîtrise pas, mais je sais que c'est une tradition. C'est une tradition qui vient depuis la nuit des temps. Si c'est une tradition, la tradition bouddhiste en est une aussi. Est-ce qu'il y a des similitudes? Il n'y a que la divine providence qui le sait. Je préfère rester là parce que je n'aime pas parler des sujets que je ne maîtrise pas. Voilà. Il y a une autre question. Comment savoir dans quel rite il faut s'initier? Au sein de la tradition bouddhiste? Ou bien simplement dans les traditions? Je pense, oui, dans les traditions sûrement. Bon, je parlerai beaucoup plus au sein de la tradition bouddhiste. Parce que je suis là, c'est pour cela. Dans quel rite il faut s'initier? Si par exemple, quelqu'un vient, moi, me consulter pour une quelconque initiation, vous avez, dans mes pratiques, vous avez une initiation au Mbumbeyano, une initiation dans le domaine de Mimba et une initiation dans le domaine de Biyoyobi. Je vais résumer ça de façon succincte. Le domaine du Mbumbeyano est lié aux relations qu'il y a entre l'homme et Dieu. Quelles sont les relations directes qu'il y a entre ces deux êtres? C'est le domaine du Mbumbeyano. Le domaine de Mimbar, c'est un domaine qui est spécialisé dans la lutte contre le mal sous toutes ses formes. Maintenant, dans le domaine de Biyoyobi, c'est un domaine lié
à la découverte du monde spirituel. Dans cette découverte du monde spirituel, vous avez à l'intérieur le phénomène d'ancestralité. Voilà les domaines que j'ai reçus. Maintenant, si un candidat vient à moi et veut s'initier, mais c'est l'esprit qui va l'orienter. À ce moment, je ferai une consultation, soit directement par l'esprit ou par le jeu des coris. Maintenant, ce jeu des coris-là, il y a tellement long à dire là-dessus. C'est une technique divinatoire, mais qui a tout son sens. Je dis bien tout son sens. Parce que le code utilisé par la technique des coris, c'est le code binaire. C'est le code binaire, simplement. Quand vous les jetez, vous avez ceux qui tombent ouverts et d'autres qui tombent fermés. Ceux qui tombent ouverts correspondent au 0. Ceux qui tombent fermés correspondent au 1. Donc le code binaire, qui est un langage, qui est celui qui a organisé toute l'informatique, qu'on a appelé le code Bamana. À travers ce code-là, ce langage codé, on parvient à nager dans les lois de la physique quantique pour nous permettre d'aller sonder la vie de quelqu'un. Voilà. Une autre question? Oui. Je voudrais poser une question sur la petite différence qu'il peut y avoir entre le mouvement et l'art. À ce qui semble, les deux objets ont certainement la même fin. Voilà, c'est comme ce que je veux dire. Comme j'ai compris à mon voilé ce que vous voulez dire, les réponses ne peuvent pas se donner parce que vous avez posé ça à mon voilé. Vous-même, vous aviez réalisé qu'on ne peut pas, à mot dévoilé, parler de ce dont vous avez parlé à mon voilé. Bon, ça, je ne peux pas rentrer là-dedans. Ce genre d'explication, je ne les donne que dans le temple, pendant les enseignements. Oui? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une question. J'aimerais juste savoir, après l'initiation, par exemple, du Mbayo, quelle étape suivante? Ça, la question, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante n'est que celle que l'esprit vous recommande. Il n'y a pas une étape structurelle qu'on va dire, dès que vous terminez telle étape, vous passez à telle étape. Je dis bien au niveau structurel. Maintenant, au niveau spirituel, l'esprit peut vous dire, après telle initiation, vous faites telle initiation. Voilà. C'est ce que je peux vous dire de façon résumée, quoi. C'est bon? Je pense qu'il a répondu à ta question. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on en a terminé. Voilà. Attendez, je vais appeler son manager pour qu'elle donne le numéro de téléphone. Le contact, oui, attends, je vais demander à son manager. Bon, donne le numéro. Ouais. Jean demande un numéro. Donne le mien. Voilà, mon WhatsApp est là-bas. Écris ça là. Pardon, non. Le retardateur vous amuser. 74 26 22 15, c'est ça? Alors, voici le numéro de téléphone pour avoir mettre Akam. C'est le numéro de son manager.
074 26 22 15. Bon, je ne vais pas vous donner son numéro privé. Du coup, il faut passer par son manager. 074 26 22 15. C'est bon? Ah, c'est votre place ici. C'est pas mon carnet, ça? C'est son carnet. Est-ce que c'est possible que je prenne le papier, s'il vous plaît? Il y a le TikTok enregistrement. D'accord, je vais prendre. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Les choses que vous me faites faire. Ok. Le numéro de l'assistant des noms du manager. Attendez. Regardez, je vais laisser ça comme ça. Comme ça, vous aurez le temps. Bonjour. C'est René Ruth, c'est ça? Oui, c'est René Ruth. Oh, c'est flou là, attendez. Non, là c'est trop flou. Ok, là c'est bon. 074 26 22 15. 074 26 22 15. Numéro de l'assistante. 074 26 22 15. Moi, je vais couper le live. On se retrouve lundi matin en émission. 074 26 22 15. Exact. 074 26 22 15. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux couper le live? Titi, je vais manger à checker. 074 26 22 15. Je sais pas, hein. Moi j'ai son numéro personnel de Maître Akam. Maître Akamangan. Et je ne peux pas donner son numéro. Ça c'est le numéro de l'assistante. La forme, yeah, Thomas, ça va? Ah, je vais tomber, oh. Heureusement que j'ai apporté mon powerbank. Heureusement. Aïe. J'ai bloqué ça comme ça. Je suis à l'étranger. Attendez, excusez-moi. Là, c'est le fils de Maître Atom qui est là, WhatsApp. Et enregistrez, puis vous écrivez, je sais pas. Moi, je vous dis que j'ai son numéro personnel et je peux pas vous donner ça. Voilà pourquoi on a laissé le numéro de l'assistance. Vous voyez la ressemblance avec Atom et Benga. Lui et moi, on a des interviews sur YouTube parce que j'ai ma rubrique culture à la radio et je l'ai reçu à, je pense, 3-4 reprises. Vous pouvez regarder ça sur YouTube. Si vous tapez Akamangan, Urban FM, les interviews vont sortir. C'est bon, je peux couper le direct. L'assistant répond 074 26 22 15. 074 26 22 15. C'est bon? Ça va? Ça va? 074 26 22 15. Assistant de Maître Akamangan. Je peux couper le live? Dites-moi OK. Dites-moi OK, puis je coupe le live. Allez, dites-moi OK. J'ai l'impression que TikTok brouille certains messages, hein, parce que je vois le visage à côté, mais pas le message. Donc, je ne vois pas. Vous pouvez me dire si je peux couper le live? Ça va? Je peux couper le live? Puis-je couper le live? Puis-je? En tout cas, à chaque fois qu'il y aura une conférence, je vais toujours faire le live. Toujours faire le live. Donc là, il va répondre aux questions de Gabon.
Bonsoir, ça va? Bien, de mon nom d'état civil, je m'appelle Yanis. Ils ont eu raison de lui. Bien, parce que j'ai expliqué ce thème-là, simplement parce que nos frères et sœurs camerounais ont peur d'aller s'initier dans leur tradition. Bon, je dois vous laisser. Je pense que le live est enregistré. Je sais pas, les choses du TikTok. Oui, Mister, mets pas tes deux yeux là. Tu comprends? Moi, je vais taper mon pauvre là. Oh non. En fait, je suis du côté du musée et j'étais en live pour la conférence. Attends un peu. Attends quoi? Pour la conférence de Maître Akamanga. Je ne sais pas si vous avez connu Atom Ribenga, un traditionnaliste, il est décédé il y a quelques années. Et il a son fils héritier qui a repris le flambeau et qui initie aussi, qui donne des conférences de temps en temps. Et aujourd'hui, on avait une conférence sur les causes de décès, de folie lors des initiations à la tradition Buti. Donc il a exposé pendant 1 heure. Ensuite, on a eu la phase avec Papa Massango. Ensuite, on a eu la phase de questions-réponses. Et là, il y a des journalistes qui sont en train de poser 2-3 questions pour leurs différents reportages. Enfin, un visage sur une voix tous les jours dans la rue. Oh, mais je fais les lives tous les jours. Où est la ressemblance avec Atom Ribenga? C'est fort. J'ai le temps de voir comment ça se passe. D'apprendre auprès d'un maître qui a été reconnu comme tel au niveau du maître Atom Ribenga, qui a pris le temps de me former. Aujourd'hui, je forme aussi les gens à correctement initier les êtres humains. Ah oui, absolument, absolument. Ça fait partie justement des éléments que j'ai développés aujourd'hui. Que les gens prennent le temps de bien apprendre. Il ne faut pas stresser parce qu'on fait des calculs comptables. Telle personne va venir dans le temps. Non. Ils sont prenez le temps d'être bien formés. C'est cette façon d'être bien formé là qui vous rendra compétent. Et on a besoin de personnes compétentes dans tous les domaines pour faire avancer non seulement la culture, l'économie, le social, tout ça. On a besoin de personnes bien formées. Comment détecter les bons initiateurs? Là, ça c'est une question très délicate. Les étapes simplement pour une bonne initiation, une bonne organisation. Ça c'est vraiment une question très délicate. En général, de façon lapidaire comme ça, ce que je veux dire c'est déjà, il faut vous assurer que votre initiateur a correctement reçu la science. Cela veut dire que après sa formation, il a été consacré, autorisé à aller exercer. Parce que vous n'autorisez un élève, vous n'autorisez à aller pratiquer que quelqu'un qui est arrivé jusqu'au terme de sa formation. Donc, demandez-lui son nom ésotérique, le nom de son barak, de son maître initiateur. À la limite, si dans les pratiques ils ont les arts, vous lui demandez le nom de la harpe de son maître. Ça sont des techniques qui permettent plus ou moins de déceler s'il y a usurpation ou non. Maintenant, il est très difficile de vous dire quel est un maître authentique. En général, la renommée, même au niveau du maître Atom,
il a acquis cette renommée sur le temps. Tout le monde lui a reconnu la compétence, c'était sur le temps. Maintenant, ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup plus demander à l'État de faire en sorte qu'il y ait des structures qui recensent des maîtres authentiques. Pas simplement, quelqu'un vous apporte ses demi-photos et sa pièce d'identité et vous lui faites une carte de praticien ou d'initiateur. Non! Vous n'avez jamais fait une enquête sur lui, vous ne connaissez rien de lui, simplement parce qu'il vous a apporté des cartes, des photos d'identité et un peu d'argent, vous lui faites une carte d'initiateur ou bien de praticien. Non, ça, pour moi, ça c'est du désordre. Il faut des structures comme par exemple le Conseil national des rites et des traditions. Ce conseil doit pouvoir mettre en place des outils qui permettent de bien procéder au contrôle dans le domaine de la pratique de chacun des Nganga, de façon à répertorier, faire un fichier de ces Nganga qui peuvent être publiés comme étant reconnus maîtres authentiques. Là, c'est beaucoup plus l'État qui peut contribuer à faire en sorte que nous ayons une base de données de Nganga authentique. Dernière question, si vous permettez. Les étapes justement pour une bonne initiation, est-ce que la consommation de l'iboga est obligatoire? Est-ce que la consultation est obligatoire pour une meilleure orientation? Très bien. En fait, c'est une condition sine qua non. La consultation est une condition sine qua non. Je vous prends, restons un peu sur le cadre de la médecine officielle. Est-ce qu'on peut vous administrer des traitements si on n'a pas au préalable posé un diagnostic? Du tout. Or, qu'est-ce qui permet de poser le diagnostic? C'est la consultation. De cette même manière, au sein de nos traditions, on s'appuie sur la consultation. La consultation fait partie des éléments essentiels que j'enseigne à mes élèves. C'est même le début. Je lui montre comment on fait une prière en tant qu'initiateur ou élève initiateur, et ensuite il commence la partie consultation. Là-dessus, il fait minimum 2 ans à apprendre à consulter, apprendre à donner des résultats, parce que là aussi, ça a un volet psychologique important. J'ai sauvé des familles qu'on aurait pu briser à cause des résultats de consultation. Donc, il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects qu'il faut, mais vraiment, sur lesquels il faut veiller. Toute cette formation, je la donne à mes élèves. Vous avez la prière, ensuite la consultation, et ensuite là, vous commencez à lui montrer l'utilisation des éléments. Et ensuite, vous formez au niveau moral. Il faut qu'il ait une bonne moralité. C'est autant d'éléments qui font que, à la fin, on se retrouve avec un Nganga bien formé. Je vous en prie. Bon, il a terminé. Je vais couper mon live aussi. Bien, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est d'encourager les Gabonais à s'initier dans leur tradition. Le Gabonais doit s'initier dans sa tradition. En ce moment, j'ai des élèves qui viennent de tous les horizons. Il est dommage de ne pas voir les Gabonais venir vers moi en grande quantité. C'est beaucoup plus ceux qui viennent de l'extérieur qui viennent vers moi pour apprendre cette science. C'est réellement une science. C'est une technologie, mais beaucoup plus spirituelle, que nous avons dans notre pays. Il faut que le Gabonais s'approprie sa tradition. Or, pour s'approprier la tradition, le début, c'est s'initier. D'abord, vous ne pouvez pas parler d'un sujet, vous n'êtes même pas initié. Vous parlez juste d'un sujet que vous lisez dans les livres. Non, la tradition bouddhiste, c'est pas la lecture. Je vous parle de ces choses-là parce que j'ai vécu dedans. Je vous explique les expériences vécues.
que le Gabonais s'intéresse à sa tradition et s'initie. Maintenant, je souhaite simplement que chaque chercheur tombe en face des initiateurs sérieux. Voilà. Alors, mon powerbank ici, sérieusement, à cause du live, j'ai bloqué même le power comme ça. Oh, mon Dieu. Je vous laisse. Au revoir.